Je m'enfuis pas, je vaux, sans fumer, sans accord, je vaux, je vaux, je vaux. C'est une aventure qui a commencé, je crois, on avait 4 ans. Nous sommes nés à Douala, nous y avons grandi. En 1959, nous nous sommes retrouvés, et Cindy et moi, à l'école maternelle Petit Jos. Nous sommes les premiers Camerounais à y être entrés. Il n'y avait que des petits blancs, on était 2 petits noirs. Lui, fils de cuisinier, moi, fils de policier, gardien de la paix. Bizarrement, on était des familles pas aisées, mais on s'est retrouvés là. Nous y avons passé 2 mois, on nous a virés. Mais on était 2 petits noirs qui dérangeaient. Et à dire vrai, on dérangeait. On passait le temps à tabasser les petits blancs à longueur de journée, et ça ne pouvait pas se supporter. Les fils du blanc à l'époque, c'était l'administrateur en place, c'était toute la structure coloniale. Et nous, on était 2 petits noirs qu'on avait quand même acceptés dans cette école. Et quand les petits blancs ils nous gênaient, nous, on tapait directement. Et les ardoises qui avaient des bois en bois comme ça, c'était des... Alors, on nous a mis à la porte, nous nous sommes retrouvés à l'école Saint-Jean-Bosco. Le papa de Cindy, Pigeon, comme on l'appelait affectueusement, Pigeon était cuisinier. Il était maître d'hôtel chez M. Billard. Et Pierre Billard, vous savez qui c'est? L'anthologie du ministère à la radio, c'était fantastique. Il y avait du plaisir à écouter Pierre Billard. Et nous, il nous a ouvert la porte vers la lecture. M. Billard était journaliste, c'était un érudit. Et nous avons aimé la lecture à travers ce monsieur. On aimait l'histoire. C'est à travers les histoires qu'il racontait qu'il est devenu comédien. Et puis, Gémeaux de son état, la fibre artistique, elle était étant tout petit. On s'est séparés. Il est venu à Yaoundé. Moi, je suis resté à Douala. Et on s'est retrouvés, je crois, on devait être en première à Yaoundé. Et depuis ce temps-là, depuis les années 74, 75, on ne s'est pas quitté jusqu'à sa mort. Nous, on était déjà à l'école départementale des garçons à Mélène, là. On était camarades, même amis, on se fréquentait. Moi, j'allais chez Sidi, je connaissais son père, sa mère, ses frères, tout ça. Et lui, il connaissait chez moi pareil. On a connu les premiers rires ensemble. Puis on a rigolé toute notre vie. J'ai rencontré Cindy Minja, j'étais au collège Vogt. Il venait du séminaire d'Akono. Je devais être en 4e. Et lui, il venait d'arriver, il avait envie de monter une équipe d'élèves amateurs de théâtre comme lui. On s'amusait. On faisait les pitres. Il avait un pitre sérieux parce qu'il écrivait des petites choses. Et comme on s'intéressait aux mêmes choses, à la lecture, il a renforcé ma façon de lire aussi, beaucoup, parce que c'est un gros lecteur. On était aussi sérieux à l'école. Pour ça, vraiment, lui comme moi, vraiment, on était sérieux à l'école. On avait envie de faire des études. En même temps qu'on faisait du théâtre, donc on s'initiait à tout. On a lu tous les grands classiques de formation de théâtre, que ce soit des classiques français ou d'ailleurs, ou anglais, ou russes, ou polonais. Donc tout ça, on était assez férus de tout ça, toutes les méthodes. On a approché toutes les méthodes de théâtre et tout avec lui. Et puis on s'est mis à concevoir nous-mêmes des méthodes de travail au théâtre sur la base des danses et du folklore et de la musique camerounaise, tirée un petit peu partout comme ça. Donc on a commencé à travailler comme ça sur cette base-là. On montait des choses. À l'époque, on nous disait « mais vous êtes 10 ans en avance sur les autres, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Bon. Donc c'était ça le moteur. Au collège, on était d'abord un duo, après on était un trio avec quelqu'un d'autre qui est avocat aujourd'hui, Maître Ngongo. On a écrit pas mal de choses, beaucoup de spectacles qu'on a présentés, que ce soit au Centre culturel français,
ou même à l'Institut Goethe. Enfin, donc on a fait pas mal de choses comme ça. Puis on allait dans les quartiers, on animait des mariages avec des sketchs et tout. Moi, je me souviens de notre première paye. C'était une cuisse de poulet et une bouteille de whisky. Ça nous a fait rire. Mais à l'époque, bon, disons qu'aussi très vite, on a voulu montrer aux gens que ce qu'on faisait c'était sérieux, quoi. Et vraiment, j'étais à côté de Cindy comme son petit frère. Sérieusement, vraiment. Je dis vraiment, c'était mon frère aîné. Moi, j'ai une famille énorme. Hein. Je viens de l'ouest du Cameroun, je suis Bamileke, mais je peux dire que toute mon adolescence, je vivais pratiquement chez Cindy, à Melaine, là, donc voilà. Donc c'est pour ça que je peux dire que, oui, c'était mon frère aîné. Et Cindy, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon camarade, c'est pour dire, ouais, c'est mon frère. Et je crois que ce qui nous a le plus liés, c'est le théâtre. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'avais commencé aussi à faire du théâtre. On était tout jeunes, c'est à peine on avait les 15, 16, 17 ans à Yaoundé. Vous savez, il y avait quelque chose de particulier à Yaoundé. Pour les jeunes qui savaient jouer au football, ils essayaient toujours de se retrouver, hein, même si les parents n'étaient pas contents. Bon, ceux qui faisaient du théâtre, de la musique, ils savaient toujours qu'il y a quelque part dans un coin ou en Djambélé ou à Obili, il y en a un qui joue de la guitare ou qui fait la... Mais bref, c'est l'art qui nous attirait. Et on fréquentait les mêmes aînés. On était guidés par l'intelligence artistique, c'est tout. Et on n'était pas que deux, on était un groupe de jeunes. Là, tout de suite, je pense au trio ICYZ, à Besselo, Tadier, Bilcom Lobo, je pense à Claude Ndam, je pense à Coco Ateba, je pense à Kokam Narcisse et bien d'autres. Et on allait à la radio, hein. Nous sommes le produit de Radio Cameroun dans une émission qu'on appelait La Roue Libre. C'est la première fois qu'on voyait quelqu'un faire le théâtre tout seul et créer ce qu'on a découvert, les sketchs. Hein. Et puis il était chercheur très tôt, il était vraiment brillant. Après avoir fini cette émission de Roue Libre, et le gouvernement avait envoyé les policiers en civil nous arrêter. Une voiture s'arrête. Bon, jeunes gens, c'est vous qui venez de faire les sketchs et les musiques à la radio? On dit oui. Bon, ils nous disent, voilà, montez dans la voiture, on va vous apprendre à réfléchir. On se met à danser, on croyait qu'on avait trouvé les producteurs. Bon, ils nous ont pris, ils nous ont amenés au lac. On était arrivé à un espace comme ça, on dit voilà. Et bon, ben, jeunes gens riaient. Bon, ici, il me regarde, je regarde les autres. Bon, on était un peu perturbés. On dit, pleurez maintenant. Bref, c'est bon. C'est vraiment une histoire assez difficile. Vous avez gardé là-bas pendant pratiquement 2 jours, avec interdiction de raconter ça à nos parents. Et ça, il me souvient que c'est à un certain âge là très avancé que j'avais raconté cette histoire à mon père, parce qu'en même temps, il n'était pas d'accord qu'on fasse des affaires comme la musique, le théâtre, tout ça. Ils étaient fiers que, bon, ben, quand tu dis le bac est tombé, là, ça va. Et comme, bon, on n'était quand même pas naïfs à l'école, on essayait de se débrouiller pour les satisfaire. En même temps, ça nous donnait de l'espace pendant les vacances pour rencontrer les autres et faire ce que nous aimions faire. Et Cindy lisait beaucoup. Et chaque fois, il nous obligeait à lire. Hein. Il amène un bouquin, il dit, bon, voilà, vraiment, j'étais l'aîné, il m'a donné ça. Moi, j'ai déjà lu cette partie. Et tout. Il nous a donné la culture de la lecture. C'est très important. Maintenant, on avait tous le goût des lettres, les jolis mots, les jolies phrases françaises. À cette époque-là, bon, les artistes essayaient vraiment d'être ensemble. C'était la grande époque de l'unité africaine avec les Cindy Minja, les Otou Marcelin, comme ça, les Claude Ndam. On était vraiment des amis. On ne peut pas faire l'art sans cette amitié-là. Et vraiment, on s'est formés les uns en regardant les autres faire. Il y avait un sketch qu'on jouait ensemble, qu'on avait colporté comme ça jusqu'à nous, qui s'appelait La voiture diplomatique. Et c'est un sketch qui faisait fureur. C'est avec ces premiers sketchs-là qu'on faisait nos armes. Et Cindy Minja avait déjà une grande expérience de théâtre derrière lui. Et donc, c'est quelqu'un qu'on admirait beaucoup. On n'était pas des rivaux. Peut-être pour lever le coude. Moi, je connais Cindy Minja, l'universitaire.
Il était étudiant comme moi. Et il était dans la troupe de théâtre universitaire de Madame Leloup. Et moi, j'avais créé le théâtre des étudiants associés avec Raymond Ekosolo. Et donc, nous étions comme un peu en concurrence, un peu avec le théâtre universitaire. C'était une belle période. Et donc, Essindi Minja s'est en plus retrouvé à jouer un rôle important dans une pièce dans laquelle ma fiancée de l'époque, qui deviendrait mon épouse plus tard, jouait aussi un rôle, Anaïs, et lui, il jouait le méchant dans Gouverneur de la Rosée. Et donc, nous nous sommes vraiment bien connus. Quand nous sommes arrivés à l'université, c'est à ce moment-là que le théâtre universitaire a pris une ampleur. Je ne sais pas si c'est grâce à nous, ou à cause de nous, ou bien parce que je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça a été un moment on était tous émoustillés par cet art-là. On a commencé à comprendre qu'on pouvait être étudiant, intellectuel et faire du théâtre. C'est vraiment, je tiens à noter ça parce qu'à l'époque c'était un petit peu, le théâtre ça paraissait un peu comme celui qui a raté l'école et qui peut pas. Et là tout d'un coup voilà des universitaires qui font du théâtre, qui font des sketchs, qui amusent la galerie. Nous faisons connaissance dans les années 80 au théâtre universitaire de Yaoundé et Essindi Minja y est déjà. Eux, ils nous ont guidés. Nous croyions que nous étions de grands comédiens, nous qui sortions du lycée et du collège, mais le professionnalisme de ceux-là, Essindi Minja et d'autres, nous a permis de devenir à notre tour aussi des professionnels. Si lors de la distribution, que vous appelez casting, vous deviez jouer avec Essindi Minja, c'était une épreuve, parce que tout suscitait de l'hilarité. Et même quand vous deviez jouer un rôle hautement sérieux, dans le sens de grave, la présence d'Essindi Minja comme partenaire de jeu vous empêchait de jouer. Il était envoûtant, il était envahissant, il était écornant. Il vous flanquait presque le complexe et vous oubliez que vous étiez pour lui un partenaire de jeu parce qu'il était un jeu pour nous tous. J'ai commencé au théâtre, au lycée du Manengouba. Et c'est en fait lorsque j'arrive à l'université de Yaoundé que je rencontre véritablement le théâtre. Et qui était au théâtre universitaire à cette époque? Il y avait de grandes icônes, donc comme Essindi Minja, Tadie Tuene, il y avait Agnès Ndoumbe, il y avait aussi Maître Ngongo, excellent comédien qui était là, et c'était l'ami intime d'Essindi Minja. Essindi était déjà soit en deuxième, soit en troisième année à l'université. Des gens qui, comme moi, faisaient leurs études et étaient au théâtre universitaire, qui avaient alors une très grande réputation. Ils avaient déjà tourné Le Gouverneur de la Rosée, et je me souviens que je suis allé voir une représentation de la tragédie du roi Christophe à l'Amphi 1000, et ça a été là le déclic. Essindi campait le rôle de Hugonin. Je pense même que ça a été un de ses meilleurs rôles. Et là, tout de suite, quand Agnès m'a proposé le lendemain de rejoindre le théâtre universitaire, j'ai dit oui sans hésiter, sans même me demander si j'avais le talent requis, si on allait m'accepter. La première année, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous, on était un peu la classe des jeunes, des débutants qui regardaient. Qu'à la deuxième année, nous autres, on a eu le droit de parler à ces grands frères, à ces icônes du théâtre. Le théâtre universitaire fonctionnait un peu comme, on va dire, une cellule de l'excellence. Donc il fallait faire des castings. On a fait Guaido, il n'était plus au théâtre, il avait fini à l'école normale supérieure. Il était parti. Je suis allé le trouver donc à sa résidence à Lémia, à Mélène. Et je lui ai dit, Cindy, je suis venu te voir parce que dans la semaine prochaine, je dois faire le casting de Guaido. Et il faut que j'apprenne mon rôle, il faut que j'apprenne à lire un texte. Il est parti d'un grand rire. Hein. Il me dit, mais un texte ne se lit pas, Élise. Un texte se dit. Il dit, assieds-toi et dis ton texte. C'était donc mon premier contact professionnel avec Essindi. Ma carrière a vraiment beaucoup été inspirée par des gens comme ça. Parce que, vous savez, quand dans une famille, vous vous dites que vous voulez faire de l'art, à notre époque, hein, c'était
comme de dire, vous voulez faire du football. Et puis de trouver à l'université des gens qui faisaient des études universitaires et qui faisaient de l'art, c'était la voie ouverte pour nous autres. Fin 70, il est en train de terminer ses études à l'école normale supérieure. Je me souviens que pendant qu'il préparait ses examens, il était dans une boîte de nuit et Cindy faisait le DG, le disque jockey, et il m'a tellement sidéré que je l'ai approché. Il dit, mais non Arthur, je sais faire plusieurs choses à la fois. Lorsque je le vois sur les planches pour la première fois, je l'approche après son spectacle et j'apprends donc qu'il était parmi les élèves de Le Loup. Ils étaient au moins 4. Il y avait Tadier, il y avait un beau solo. Et chaque fois qu'on voyait l'un d'entre eux sur une scène, c'était formidable. Ils étaient vraiment en pleine forme et maîtrisant l'art des comédiens qu'on n'a pas beaucoup. On se considère plus comme des frères. Mais en réalité, dans la famille, j'étais son oncle. Les larmes me viennent aux yeux quand j'y pense. De l'avoir perdu si tôt. Dans la famille, il voulait résoudre les problèmes de tout le monde. Sa mère, son père, ses frères. Et Cindy était un monsieur très sociable. Il était très rigolo, très accueillant. Il avait beaucoup d'amis. Il était vraiment bien à vivre. La seule maison de la culture en dehors du centre culturel français, c'était la maison du combattant. On se déversait tous les samedis à la maison du combattant pour faire soit le spectacle, soit les surprises parties tous les samedis. L'art, d'une manière générale, est un tout petit peu apparenté au sport au Cameroun. C'est-à-dire, quand vous avez dans la famille un enfant qui se passionne au football, qui se passionne à la musique, au théâtre, on a tendance à considérer cet enfant comme quelqu'un qui n'a pas réussi ou qui est en train de rater. Et Cindy, c'est, je dirais, l'intellectuel qui aurait pu rester dans ces salles de classe sans que ça gêne personne, mais qui a estimé qu'on peut partager en classe, on peut partager sur les planches, il peut éduquer sur les planches, il peut éduquer en classe. Donc ce n'était plus l'artiste qui a raté. Et Cindy Minja fait partie de la classe d'artistes qui ont revalorisé l'art au Cameroun. Sa femme, c'est ma cousine. Quand je parle de Cindy, j'en parle toujours à double titre. Mais je parle, je viens, je m'enfuis pas, je viens, sans fumer, sans accroc, je viens. Parler de Cindy Minja, c'est comme me demander de déplacer une montagne. On ne parle pas de Cindy, on vit Cindy. C'est un monument. Je ne sais même pas par où commencer quand je vais parler de Cindy parce qu'il a tellement de relief dans sa vie. Notre connaissance, c'est une histoire de littérature. À l'époque, là, je travaillais aux éditions Clés. Moi, j'étais un peu un petit tremplin, un petit carrefour. Eh bien, tout le monde vient là-bas. Claude Ndam, lui, travaillait à l'imprimerie Sepmae. Kokam Narcisse, je l'ai connu en compagnie de Cindy Minja. Et Cindy Minja, je l'ai connu à travers Binda Ngazolo. Et c'est ce Binda qui amène donc Cindy Minja dans mon bureau. Et quand il arrive, il trouve qu'il y a des livres. Il y avait près de 5 à 6 000 livres là-bas. Et il me dit, bon, est-ce que je peux feuilleter rapidement? Je dis, mais feuilleter, ce n'est pas grave. Emporter, c'est ça qui est difficile, mais tu peux feuilleter. Il s'assied donc. Celui qui l'a amené est parti. Lui, il est resté pour lire. Ah, moi, ça ne m'a pas gêné puisque j'ai de la compagnie dans le bureau. Je peux continuer à monter les livres parce que les livres à l'époque, ça se montait à la main. C'est moi qui les montais. Ils étaient venus avec Binda, c'était vers 8h, 9h. Et on est ressorti, ça va à 18h quand moi je devais partir. Il dit, est-ce que je peux revenir demain lire? J'ai dit, mais tu as tout le temps. Moi, je travaille ici, si tu viens n'importe quand. Alors, finalement, il a pris l'habitude de venir, de revenir. Au lieu de monter les livres comme on me demandait de monter, je passais plutôt le temps à descendre avec eux au Portail 39, parce que moi, j'étais au-dessus du Portail 39. On descend là-bas et on se fait une journée gratos. Je suis passé de l'étape d'amitié à une étape de frère. Monsieur et Cindy Minja arrivent au lycée Leclerc à la faveur d'une affectation
en 1982-83. À l'époque, les dirigeants de l'établissement souhaitaient vraiment qu'il y ait un foisonnement culturel. Et donc c'est à ce titre-là qu'un certain nombre d'activités étaient organisées. Et il commence à animer le groupe théâtral qui, cette année-là, joue une de ses pièces, L'Homme-Vête, La guerre du fer. Représentation magistrale qui a eu beaucoup d'écho et qui m'a amené, moi personnellement, à adhérer à ce club. Ceci nous conduisait effectivement à préparer ces représentations théâtrales qui le plus souvent étaient données en fin d'année scolaire à l'occasion des activités culturelles du lycée Leclerc. Et pour préparer ces représentations, on était conduit chaque semaine à travailler sous la conduite de M. Essindji Minja. À l'époque, c'était les jeudis, pour lesquels on avait des après-midi libres, et les samedis après-midi. J'ai pu voir que c'était un féru des connaissances scientifiques. Quelqu'un qui, pour mettre en scène, se cultivait énormément et nous transmettait quelque chose. On a bien vu aussi tout le sérieux qu'il fallait y mettre. C'est tout cela qui m'a fait tomber un peu sur le charme de M. Essindji Minja. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble au lycée général Leclerc. Mais avant cela, nous avons travaillé au lycée de Nkol Ndongo. Nous sommes en quelque sorte les tout premiers enseignants à avoir vu naître cet établissement, le lycée de Nkol Ndongo. Et j'ai reçu M. Essindji Minja, si je ne me trompe pas, en 1992. Donc dès la deuxième année, n'est-ce pas, d'ouverture de cet établissement. Nous avons vogué ensemble pendant près de 4 ans. Le lycée de Nkol Ndongo n'était pas là seulement pour prodiguer des cours de français, d'anglais, d'allemand, d'espagnol, de géographie, etc. Mais également, nous avions aussi l'obligation d'encadrer les jeunes dans le domaine, n'est-ce pas, artistique. Et à ce niveau-là, M. Essindji Minja nous a donné un sérieux coup de main. Assez régulièrement, on l'invitait lors de nos cérémonies. Et il faisait des prestations tout à fait remarquables. Je crois que ça permettait d'égayer les invités et de donner un ton relativement enjoué à nos cérémonies qui sont parfois austères et rudes. Parce que concernant les affaires académiques, c'était un monsieur tout à fait affable, plein de talent, d'énergie, d'imagination, de créativité, et avec qui faisait toujours plaisir de discuter, de causer, surtout quand il était dans ses activités professionnelles. Il était d'abord monsieur cultivé, c'était un professeur, et naturellement ce qu'il disait, quel que soit le niveau de langue qu'il utilisait, parce que parfois il fallait imiter tel ou tel travers, de telle ou telle tranche de la société. Donc quel que soit le niveau de langue, il y avait toujours cette finesse dans le langage. Il y avait toujours le choix du mot juste, du mot, j'allais dire, parfait, relativement à la situation qui était décrite. Et si je le connaissais qu'à travers ses émissions à la radio, donc c'est la voix que je connaissais. Et la première fois que je vois l'image, je me rappelle, j'étais étudiant en France. Un dimanche après-midi, il y a une émission qui passe sur Antenne 2, devenue depuis France 2. Et donc, Essindji est suivi par les caméras d'Antenne 2 sur la place Bobo à Paris. Et là, donc, je découvre le personnage. Ce qui m'a le plus étonné, c'est ce qu'il racontait, c'est des histoires qu'il racontait. On était en plein Paris, entouré des Blancs. Il racontait donc des histoires de Blancs boucanés. Ce Blanc qui vit en Afrique et dont la peau est tannée par le soleil et tout. Et c'était très marrant. Jusqu'à là, je ne connaissais que la voix. Et tout d'un coup, il y a une image que je crois à cette voix. Et donc, il y a eu comme un coup de foudre. La rencontre se passe donc à Yaoundé quelques années plus tard, sur le tournage de l'héritage. Ce soir-là, sur le mont Bankolo, à Yaoundé. Il faisait très très froid, un froid de canard et tout. Et il avait une scène à tourner. C'était la première fois que je le voyais en chair et en os. Et d'emblée, il s'est montré très familier
Je me rappelle, là, il m'a fait quelques petites blagues et tout, et le courant est passé entre nous. J'étais très impressionné de le voir, parce que j'étais déjà fan. Les liens se sont tissés tout doucement. Et après la production, on a pris l'habitude de se revoir. J'ai connu Cindy Minja exactement en septembre 1998. Il m'a dit, arrive à Snake Mia, demande la maison de Cindy Minja. Donc ne réfléchis pas, demande seulement, on va te montrer. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, le premier gars à qui j'ai demandé la maison de Cindy Minja m'a dit, c'est là en bas, va comme ça, là, voilà ça là. Je l'ai trouvé assis dans son salon. Il avait une culotte, en short, si on peut dire comme ça là. Alors, et Cindy en short, même si tu veux pas rire, tu ris. Parce que le gars, je sais pas, je pense qu'il devait peser 40 kilos en tout, quoi. T'as dit 40 kilos quand il a bien mangé. Et il était assez grand de taille, je pense que c'était les 1,78 comme ça. Donc un gars qui a 1,78 et qui pèse 40 kilos environ, et qui est en short, bon, tu te dis, bon, c'est le grand frère, je vais pas là. Là, je suis arrivé, il m'a très bien reçu. Et voilà, il m'a demandé ce que je bois. Hein, un bantou normal reçoit avec l'hospitalité. Bantou. Donc voilà, on a bu. On a eu notre première séance de travail également. Il m'a fait lire un extrait des Destinées d'Alfred de Vigny. On a lu exactement 2 poèmes. Vraiment, il m'a appris à lire, là sur place comme on dit. Et on a travaillé pendant 40 minutes à peu près. Et tout. Et après on est allé au bar. C'est quelqu'un que je connaissais dans le milieu, c'est un grand frère que je voyais évoluer, je voyais ses spectacles, je l'appréciais comme tout le monde, mais je n'avais jamais eu l'occasion de véritablement travailler avec lui. Et puis un jour, il me fait la surprise de me proposer d'être son assistant en tant que metteur en scène sur la pièce qu'il montait qui s'appelait La guerre du fer. Donc, je suis d'abord très surpris et en même temps très honoré. Donc voilà comment je m'embarque avec lui dans le montage de la pièce, avec Valérie Ndongo, Major Assé, Madame Cindy et d'autres personnes aussi. Et Cindy, c'est quelqu'un de très intelligent. Et déjà, il parlait aussi très bien français, il savait dire les choses, il savait capter l'attention des gens. Donc comme metteur en scène, c'était quelqu'un d'exigeant, qui savait très bien ce qu'il voulait. Et je pense que c'est intéressant parce que des fois tu as une en scène qui hésite. Et du coup, toi, tu te retrouves pris dans un espace no man's land où tu ne sais pas où on va et tout. Et Cindy, il savait très bien ce qu'il voulait, il savait très bien où il allait. Et c'était le texte, c'est même lui qui avait adapté. Donc du coup, ça fait qu'au niveau du travail, pour moi, c'était très intéressant comme expérience, quoi. L'histoire là date de 2004. J'ai donné un spectacle, il était dans la salle. Donc à la fin du spectacle, il s'est présenté à moi. Pour moi, c'était comme si j'avais vu la lune en fait. Je l'avais tellement regardé et admiré à la télé. Et l'année qui suivait, il montait La guerre du fer. Et il avait déjà l'idée de créer aussi une troupe. Je suis allé avec lui dans ce spectacle, La guerre du fer là. On a travaillé sur 4 mois par là. Et il m'a donné un rôle de comique de la pièce. Il m'a dit, je crois tellement à toi, tu seras un grand comique. Malheureusement, l'histoire de la pièce, c'est qu'on finit de monter cette pièce qui devait être jouée à Montargis. À la dernière minute, je ne sais pas comment ils ont manigancé, mais ils ont retiré mon dossier de ceux qui, parmi les dossiers des gens qui devaient voyager. Je me souviens bien, c'est 19 juillet, c'était le jour de notre départ tous. Et je suis arrivé à l'ambassade de France, on m'a remis mon passeport. Je suis sûr qu'on ne l'avait même pas présenté. Et quand je l'appelle, lui, il est déjà sur la route de l'aéroport. Et il me répond avec une voix mourante. C'est-à-dire, vraiment mon fils, je ne peux plus. Tu vois, ils ont profité de ma situation, de ma maladie, pour faire ça, pour enlever ton dossier et tout. Vraiment, je ne peux plus. Je suis en train de partir en France. Dieu aidant, je vais me soigner. Et quand je reviendrai, la troupe que j'ai dit qu'on va créer, je vais la créer. Et tu es déjà parti de cette troupe. Et il me dit, il faut croire à l'humour. T'inquiète pas, tu seras un grand monsieur dans ce pays, dans cet univers-là. Donc, moi, je me rassois devant l'ambassade de France, ayant plaqué les compos et tout. J'avais les larmes aux yeux. Et j'avais mon passeport en main. La raison qu'on m'avait avancée, c'était que je voulais partir en France pour aller fuir dans la clandestinité. Après avoir entendu ce que Cindy m'a dit, je me suis dit, un jour, je serai un grand comique. Et cette France, je vais y aller matin, midi, soir. Et je vais revenir ici parce que mon défi, ce n'est pas d'aller en France. Mon frère, le homme m'a dit que descend du Mercedes, il porte une veste et une cravate et va s'asseoir dans un circuit. C'est le coup d'abord. Ça entre dans une oreille, ça s'engouffre dans un taxi et ça reste net.
devant ma distribution assurée. De la voiture à la moto, on m'a dit que. De la moto à la bicyclette, on m'a dit en secret que. De la bicyclette au patron, hé, boss, est-ce que le vigile t'a fini ce qu'il t'a dit là? Dans la rue, on m'a dit. À la maison, on m'a dit. Dans la cuisine, on m'a dit. Aux toilettes, on m'a dit. Le Congo, ça. Le Fougou, le bisonnier. Vous qui riez là, vous pouvez me dire que vous n'avez jamais pratiqué. De la voiture à la moto, on m'a dit que. De la moto à la bicyclette, est-ce qu'on t'a dit ce qu'on m'a dit? De la bicyclette au piéton, vraiment, on m'a dit en secret que du buisson, du vélo du piéton au buisson. On m'a dit que du buisson à la véranda, est-ce qu'on t'a dit ce qu'on m'a dit? De la véranda au salon, on m'a dit. Du salon à la cuisine, on m'a dit. De la cuisine aux toilettes, on m'a dit. Des toilettes à la chambre, on m'a dit. Le Congo, ça. Le Missosi. Le Fougoulonkante. Le manque scientifique. Toi qui me regardes là, tu peux me dire que tu ne l'as jamais pratiqué? Même les prêtres ne lui échappent pas. Tu vas dire ton péché en confession et le dimanche, on le cite en exemple à l'église. C'est quoi même ça? Et Cindy, c'est plusieurs facettes. Hein. Et Cindy professeur, c'est un autre Cindy. Et Cindy comédien, c'est un autre Cindy. Et Cindy humoriste, c'est un autre Cindy. Et Cindy n'est pas saisissable. Et Cindy Minja, c'est l'hilarité qui émane de la morphologie d'un individu dont on a l'impression qu'il a été bâti pour faire rire, pour susciter le divertissement. On n'avait pas besoin d'attendre que Cindy Minja ouvre la bouche pour proférer des mots comiques. On n'avait pas besoin d'attendre qu'il exécute un jeu ou un geste. Sa présence était déjà un moment de divertissement, un moment d'hilarité en soi. Ce métier qu'on fait, ça s'appelle le comique. C'est le genre comique. Il peut avoir un cinéma comique, il peut avoir un théâtre même comique. Ça s'appelle la comédie. Il peut avoir donc des comiques qui sont un genre du music hall. Même si en fait ici il n'y a pas de music hall. Le music hall chez nous c'est les mariages hall, quoi. On essaye de vivoter en animant les cérémonies ici et là. C'est des gens qui sont en mesure de chanter, de faire des monologues, des sketchs, des choses comme ça, ou des duos, ou même parfois d'aller au théâtre. C'était un grand comique, un comédien et aussi, il faut le dire, un humoriste. Parce qu'un humoriste, c'est pas un métier être humoriste. C'est pas un métier. C'est comme on dit, il est poète. C'est pas un métier d'être poète. Voilà, on peut dire qu'on est écrivain, mais lui, il avait de l'humour qu'il a lié au comique qu'il faisait pour créer ses spectacles. Bien de prétendus humoristes n'en sont pas parce que l'humour, c'est un état d'esprit qu'il a développé. Son humour, c'était plein de fantaisie, plein d'intelligence. C'est quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux. Il a beau se moquer des gens, mais il avait beaucoup d'autodérision. Je crois que Cindy Minja avait été créé par le créateur justement pour animer. Mais heureusement, son animation n'a pas été une animation de premier degré, parce qu'il vous faisait rire, mais il faisait rire en suscitant à la fin de cette hilarité-là une moralité. Quelqu'un qui faisait de l'humour sans forcer, parce qu'il y en a qui le font en forçant, on sent bien qu'ils sont en train de grossir les traits, qu'ils sont en train de forcer leur propre personnalité. Lui, il le faisait de manière naturelle. Il avait une mimique particulière, une gestuelle également particulière, un sourire, des grimaces.
Tout cela participait de l'arsenal technique pour que son humour passe effectivement auprès du public. Et cela donnait l'impression d'un humoriste naturel, normal, qui parle, qui rit, qui s'exprime, qui fait des gestes sans forcer quoi que ce soit. Il était un comique de très haut degré, mais un comique que l'intellectuel qu'il était a transformé en didacticien, en éducateur, en moralisateur. Un peu comme Molière, il corrigeait les mœurs en riant, en faisant rire, parce que l'humour, c'est évidemment un genre littéraire qui permet de faire rire, c'est vrai, parfois de faire rire de soi-même, c'est l'autodérision, parfois d'être sarcastique, c'est-à-dire très critique, parfois de manier l'ironie, mais toujours il y a cet objectif avoué ou inavoué qui est de corriger les mœurs, de faire en sorte que la société soit beaucoup plus morale en général, fasse preuve beaucoup plus d'éthique, de rigueur, d'objectivité, de sérieux, d'honnêteté dans les actions des uns et des autres. Je crois que c'est ça qui était sa caractéristique. Et Sindi est le précurseur, si j'ose le dire, le précurseur de la rigolade sur scène. Et Sindi Minja d'abord, Jimmy Bion ensuite, et les Massa Batre et tout le reste vient suivre. Dave K. Moktoy, tout ça c'est après. Le numéro 1 c'est Sindi Minja. L'influence majeure de Sindi Minja, c'est dans l'utilisation du terme one-man show et stand-up. Parce que au Cameroun, la personne vraiment qui vulgarise le one-man show, c'est Sindi Minja. C'est lui qui fait du one-man show quelque chose de populaire. Il faisait le one-man show déjà dans les années 70, 75, 77. Il faisait déjà son one-man show en prenant une salle comme le Capitole ou la BIA. Et il est tout seul sur scène et il tient 2 heures de temps. On faisait 1 année et demie de répétition pour monter un spectacle. Et on répétait 3 ou 4 fois par semaine. Avec une batterie, un piano et un humoriste. À l'entrée, bam. Il n'y avait pas d'impresario, il n'y avait rien. L'impresario, c'était Sindi Minja, c'était lui tout. Et il entrait sur scène, frappe avec sa culotte, son grand short kaki, chemise, avec la petite cravate longue. Et puis, souvent une veste. Il jouait l'impresario et il présentait ses musiciens. On était un trio, et Sono au piano, Nzana à la batterie et Sindi Minja au micro. Alors c'était comédie musicale, comédie. Tout de suite c'était parti, c'était le rire. Je vous assure, j'ai vu Sindi travailler. Il avait déjà un don inné de la comédie, mais il travaillait. Quand on fait le one-man show, par exemple, qu'il faisait souvent, c'est très simple. Quand vous regardez 2 spectacles, les 2 spectacles sont différents. Dans le cas de Sindi, à la minute où il devait poser le pied gauche pour dire telle réplique, il posait le pied gauche et il disait la réplique. C'était pratiquement toujours une espèce de répétition permanente. Et c'est cela qui fait aussi le grand artiste qui parle, le travail. J'ai beaucoup appris en le regardant travailler. C'est-à-dire, on n'a pas eu de séance de travail, genre il me dit, bon petit, pour faire rire, faire ça, non, machin, non. Moi, je l'ai beaucoup observé quand il travaillait, parce que j'ai eu la chance de le voir en spectacle. Et il m'a même permis 2 ou 3 fois de le voir en répétition. Mais j'ai surtout eu l'occasion de le voir travailler l'écriture du texte. Donc c'est vraiment ces séances de travail que j'ai eu le privilège de voir qui m'ont aidé à construire ce que je suis devenu après. En 2003, quand j'ai fini de monter mon premier spectacle que j'ai créé tout seul, c'est la première personne que j'ai appelée et qui est venue voir le spectacle en entier. Donc j'ai joué pendant 1 heure. Il n'y avait que lui et moi. Il a regardé le spectacle et tout. Après, il m'a fait des remarques, des critiques et tout. Et il m'a dit, tu as eu le courage de commencer, continue. Beaucoup veulent faire, beaucoup veulent être humoristes, mais ils n'ont pas le courage de commencer. Et surtout, ils ne prennent pas le temps
d'apprendre le métier. Et c'est là où il m'a dit, voilà, il faut être courageux, il faut surtout trouver son style et rester dans ce que tu as trouvé et continuer à écrire. Lui, il m'a carrément interdit d'improviser en fait. Il a dit l'improvisation, c'est autre chose dans le métier qu'on fait. Improviser, c'est maximum 1%. Même quand tu improvises, en gros, c'est une improvisation préparée, calculée, bien cadrée. Donc, il faut préparer, écrire, répéter et prévoir tout ce que tu vas jouer. Tu ne viens pas devant les gens comme ça, sans savoir quoi leur dire. Ici, quand on lit un de ses sketchs, on comprend que le sketch, tel qu'il disait, c'est une rédaction. C'est-à-dire que vous avez une introduction, vous avez un développement et vous avez une conclusion. C'est un travail d'abord de sociologie. Il faut aller sur le terrain, enquêter, poser des questions, connaître son sujet. Quand on dit que tu fais du Essini Minja, c'est un peu une façon de dire que tu fais de l'humour intelligent. Dans un certain sens, c'est un compliment. C'est-à-dire de réussir à faire rire les gens en utilisant le bon français, c'est-à-dire le français qu'on a appris à l'école. Et même quand tu utilises un français déformé, c'est à dessein. Je me considère comme élève de Essini Minja, dans ce sens où j'ai voulu faire ce métier parce que je l'ai vu faire. Et j'ai eu le courage de le faire parce que je l'ai vu faire. Et j'ai commencé à le faire parce qu'il m'a encouragé à le faire. Et Cindy, il a influencé beaucoup de jeunes comédiens qui sont là. Mais je crois que comme dans tout métier, il faut un talent à la base. Il y en a qui le reprennent là. Mais quand vous les voyez jouer, ça ne vit pas en fait, ça ne vit pas. Donc aujourd'hui, si vous avez Major et Valérie, qui sont quand même ceux qui tiennent le haut du pavé, c'est que l'école Essini Minja a été une très bonne école. Un humoriste comique comme Essini Minja, c'est quelqu'un d'unique. Hein? C'est quelqu'un d'unique, il est inclassable. Bien entendu, on peut s'appuyer sur sa manière, sa technique, la manière de jouer. On peut s'appuyer dessus et je pense que des jeunes le font déjà pour s'inspirer, pour apprendre des attitudes. Oui, mais il est vraiment inclassable, quoi. Les gens font de l'humour, c'est vrai. Ils font beaucoup de choses qui font rire, mais ils ne peuvent pas faire de l'Essindi. Essindi, c'est Essindi. Irremplaçable, inimitable. La cavité du ventre n'est pas matière à plaisanter. Mais ce volume de graisse n'est-il pas suffisant pour le bouc? La petite marmite qui voyage d'étagère en étagère ne tarde pas à se casser. Oui. Ah mon frère, quelle gourmandise! Essini Minja ne pratiquait pas uniquement ce que, à l'époque, nous on appelait le monodrame et qui s'appelle aujourd'hui One Man Show ou alors stand-up. C'était également un acteur pour les grandes prestations. Essini Minja, homme de théâtre, était un prototype. C'était un archétype. Les spécificités de Essini Minja en tant qu'acteur sont toute une école. Je voudrais parler de sa gestuelle. Je voudrais parler de son rire. Je voudrais parler de l'accent qu'il mettait dans l'articulation, la diction et la respiration. Et Essini Minja n'était pas celui dont on demandait le silence pour écouter ce qu'il dit. Non, nous ne jouions pas à l'époque avec des microphones. Et à l'Amphi 700, de l'université aujourd'hui de Yaoundé 1, nous n'avions pas besoin de microphone et nous n'en avions pas besoin parce que nous avions des voix qui portaient. C'était un grand professionnel, c'était une référence, c'était un repère. Il tournait dans pas mal de films au Cameroun ou à l'étranger. Lorsque j'ai eu à m'occuper du film Chocolat, il a été engagé, c'est comme ça qu'il fait son premier rôle dans le cinéma. J'avais écrit Les Coopérants en 1978. Et quand je cherche donc faire mon casting, rapidement j'ai vu qu'il collait très bien à ce personnage. Ce monsieur est à part par rapport à sa taille, par rapport à son expression. Et puis, mon Dieu, quel talent! C'était un plaisir pour moi de travailler avec Essindi, comme de travailler avec tout le monde, hein, parce que j'aime l'acteur. Quand tu le connais, tu connais ses mimiques, tu sais à peu près comment est-ce qu'il réagit à telle ou telle situation pour l'émotion que tu cherches à l'écran. Alors,
Et Cindy était formidable pour ça. À un moment donné, je me suis retrouvé face à une rébellion des jeunes qui jouent. Et Cindy était l'un d'entre eux qui leur disait, écoutez les amis, ne nous gâchez pas la fête. Le travail pour lui était une fête. Je crois que les grands artistes, ils sont taillés dans du diamant. Ils sont toujours eux-mêmes. Chaque fois que vous le prenez, à n'importe quel moment, il est lui-même. C'est pas parce qu'il était un acteur, un comédien, qu'il jouait. Non, il était lui-même. Il montre que la capacité qu'ils ont en eux d'emmagasiner la vie qui est autour de nous est telle qu'ils peuvent la rendre à tout moment et de façon tellement expressive qu'à chaque fois, on retrouve un Cindy Minja nouveau. Hein. Cindy Minja de l'enseignante n'est pas Cindy Minja de les coopérants, qui n'est pas Cindy Minja de quartier Mozart, par exemple. Cindy Minja me paraît un peu dans la catégorie des gens qui, à l'image, ne sont jamais oubliés. Alternative Production avec ses bureaux au centre-ville. En fin d'après-midi, il me retrouvait là-bas. On papotait, on parlait de ses projets et de mes projets. J'ai eu donc une idée, c'est de faire des séries de sketchs avec deux personnages qui commandent l'actualité de manière très caustique. Et forcément, j'ai pensé à lui. Ça l'a emballé, il a trouvé ça très intéressant. Au bout de quelques semaines, je crois, je lui ai présenté quelque chose de presque définitif. Il s'est engagé à écrire des dialogues. Évidemment, j'étais aux anges. Il fallait déjà trouver le deuxième personnage, la personne qui allait lui donner la réplique dans le sketch. Il a proposé Jimmy Bion, que je connaissais juste à travers les sketchs également. Je l'ai rencontré et le courant est aussi passé entre nous. Donc on s'est donc mis au travail. À vrai dire, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais ils ont accepté de travailler presque bénévolement. Jimmy Bion était très mal, il était malade déjà. Et il avait du mal avec son test. Ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est que Cindy s'est montré très généreux. Il l'a soutenu. Il a même dû changer certains tests pour pouvoir l'adapter à Jimmy Bion. Il a fait preuve de beaucoup de patience, beaucoup de solidarité. On sentait la passion pour ce qu'il faisait et l'envie d'aider. Et ça m'a énormément touché. À l'école, on connaît le laboureur et ses enfants, n'est-ce pas? Au pays, chez les Bamileke, ça fait leur commerçant Bamileke et son fils. L'artiste a tellement pris le pas sur l'homme que je crois que M. Cindy Minja a été confondu. On a surtout retenu de lui le côté du comique, de l'artiste, oubliant par ailleurs que c'était un enseignant, un pédagogue, un formateur. Il a eu une carrière d'enseignant assez en dents de scie parce qu'on l'envoyait à des endroits où il ne fallait pas envoyer un génie de son genre. Mais bon, ça disait quoi aux gens? Très intelligent. Très, très intelligent. Et Cindy est professeur certifié, je crois qu'il avait 23, 24 ans. C'était un prodige. À l'époque, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. 23 ans, professeur certifié. Quel parcours! Pour quel parcours? Dans les années 70, ce n'était pas évident. Je me souviens de longues discussions sur certaines questions à caractère scientifique qui m'ont permis de découvrir à quel point M. Cindy Minja possédait de la connaissance. Les thèmes sur l'histoire médiévale, sur la culture, les traditions africaines en général et Betty en particulier. Sur le cinéma, dans tous ces domaines, M. Cindy Minja avait de quoi transmettre. Le travail. Je peux vous assurer que M. Cindy Minja passait son temps à se documenter et à travailler. Je voyais comment il préparait ses cours, tout le sérieux qu'il y mettait. J'avais l'occasion de parcourir ses cours. Et c'est là que j'ai mesuré à quel point il ne fallait pas confondre le personnage et la personne. J'ai eu à suivre M. Cindy Minja de très près parce que j'avais justement peur que l'artiste qu'il était, l'humoriste qu'il était, n'est-ce pas,
ne soit également humoriste pendant les cours. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'il savait se démarquer, n'est-ce pas, de son statut d'artiste à un moment donné pour ne devenir que l'enseignant. Ce qui était formidable. Comme humoriste, c'est quelqu'un qui savait faire rire. Il savait vraiment faire rire. Mais je peux vous assurer que pendant son cours, c'était l'homme le plus sérieux du monde. Vous ne reconnaissiez plus l'artiste quand il s'agissait de donner son cours, n'est-ce pas, d'histoire, de géographie. Il réussissait à faire régner l'ordre et la discipline au moment où il donnait ses cours. Il mettait suffisamment dans la tête de ses apprenants qu'on n'est pas sur scène. Je pourrais éventuellement, en prime, vous faire rigoler quand le cours sera terminé, mais pendant le cours, pas d'hilarité du tout, pas de jeu. Ça, au moins, il a réussi à le faire. Moi, j'ai assisté une fois au cours de Sidi Minja. J'étais dans la classe quand il faisait cours aux élèves. Et pendant les cours, les élèves, ils entendaient religieusement ce qu'il disait jusqu'à ce que un autre a dit « Non, Chicha, ça c'est le mbolen. » Quand il constate ça, ça veut dire qu'il te donne -5 ou bien même parfois 0. Quand il est content, il dit « Bon, tu as un 0, hein, comme ça tu vas aller boler une fois là où tu veux. » Lui, il est comme ça. Il dit ça et il note. Quand il sort, tu es le même élève qui vient le voir et dit « Non, monsieur, c'est juste pour moi. » Il dit « Pendant les cours, non. Là, je conserve les 0. Maintenant, tu peux venir en cause parce que maintenant, là, nous sommes des camarades. On n'est plus à l'école. » Et Sindi est comme ça. Un homme complètement, en bon français, on dit ça, versatile. Il donnait son cours comme on donne un spectacle. Les élèves ne s'ennuyaient pas. C'était le meilleur enseignant que le lycée de Nkondongo ait eu, parce que jusqu'à la maison, les enfants venaient prendre les cours. C'était un bon enseignant. D'abord, il arrivait à l'heure. Toujours à l'heure, son cours. Il n'admettait pas non plus que les autres arrivent après lui. Ah oui. Et c'est ce que je trouvais vraiment formidable en lui. Même la remise des notes, il les remettait à temps, parce qu'il savait prendre son temps pour corriger. Je ne sais pas comment il faisait en réalité, parce que pour quelqu'un qui, très souvent, allait donner des spectacles ici et là, donc, il avait le temps pour l'art. Mais en même temps, il faisait ses cours parfaitement, il donnait ses notes à temps, il assistait au conseil de discipline, au conseil d'enseignement, bref, il vivait entièrement la vie de l'établissement, en dehors de son côté artistique. S'il y avait un ciel pour les enseignants, je suis certain que Sidi Minja nous y attend déjà. Parce que c'était un bon enseignant, ça je peux le certifier. Et je suis sûr que ses anciens élèves, comme ses anciens collaborateurs, peuvent également le certifier. C'était vraiment un bon enseignant. Je compte les 10 œufs. Bon, un œuf. Non, c'est pas comme ça. On dit un œuf. Ah oui, hein? Bon, hein, bon. Un œuf, 2 neufs. Non, et l'homme zoc. On a fait un petit tour du Cameroun en stop, et Sidi et moi. On est d'abord allé vers le littoral, ensuite on est redescendu dans le sud, à Ebolova, San Melima, puis on est parti vers l'est, Bertoua, Batouri, on est monté jusqu'à Ngaoundéré, où on passait dans les écoles pour initier les enfants dans les écoles primaires au théâtre. C'était toujours curieux, on est allé chez les Pygmées là-bas dans le fond, mais vraiment on le faisait en stop. Et la dernière fois, à Bertoua, on était fatigués. On est monté dans le train, puis on a dit tant pis, si on nous prend, tant pis. Mais on s'est retrouvés à Yaoundé, on est descendu du train à Nsam, juste pour ne pas se faire attraper à la gare. Nos enseignants nous ont appris à lire et à écrire. Ils nous ont appris à aimer la lecture et à aimer les livres, les ouvrages, quels qu'ils soient. Il suffisait que le livre soit bien écrit. Mais pour savoir qu'un livre est bien écrit, il faut aller le lire. Donc on lisait tout. À l'école Saint-Jean-Bosco encore, je me rappelle quand on venait nous distribuer la revue de l'ordre rosicrucien à Morques. On nous le distribuait à l'école. Et nous on lisait ça comme... On ne comprenait pas grand-chose, mais on lisait. Notre collection de livres, on avait environ 3000 livres, tous genres confondus. Et Sindi était un homme assez particulier, très créatif
Et Cindy écrivait tout le temps, il était en train d'écrire, de griffonner, d'écrire, de tout. Qu'est-ce que tu fais? Et Cindy, j'ai mon nouveau sketch, tous les jours. Et puis il répète, dis donc, je répète tout le temps. Et Cindy a écrit même des textes pour moi. Quand il montait ses spectacles, il avait besoin peut-être de mes musiques, des choses comme ça. Je venais avec ma guitare, je faisais des textes, dans ce sens-là. Mais je n'étais pas comédien. J'ai jamais été comédien comme Cindy. J'aurais bien voulu, mais lui, il était très fort. Je me souviens encore d'un spectacle de Cindy Minja en 2002. À la sortie du spectacle, la gendarmerie nous attendait. On nous a fait asseoir par terre, c'était à la poste centrale, pendant presque 1 heure. Il a fallu vraiment des négociations et que le chef du peloton ou alors de l'escadron de gendarmerie qui était là reconnaisse Cindy, discute avec Cindy quelques minutes pour qu'il nous libère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y avait un gang qu'on recherchait et tout, mais toujours a-t-il dit que c'était vraiment à la sortie du spectacle. Et on discutait encore avec Cindy devant la salle de spectacle et tout. Les gars nous ont raflé comme ça, on nous a mis asseyez-vous, tout le monde par terre. On dit grand, c'est Cindy, tout le monde par terre. Donc c'est quand le chef est arrivé, je pense que c'était un capitaine, qui l'a dit ouais, non. Et Cindy debout, tu es avec qui? Donc c'est Cindy qui pointait que bon, je suis avec le petit là, je suis avec, bon, ma femme est là, et tout. C'est comme ça qu'on nous a laissé partir. Sur le monde Makolo, il faisait très fort. Tout le monde était cafetière en son coin. Et Cindy était là à reprendre des prises. Et alors moi je me demandais même s'il ne faisait pas ça exprès pour un peu vous torturer quoi. Il se disait que n'importe comment, on allait avoir de l'argent et beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de projets d'avenir. Et pour le théâtre et pour le cinéma, il pensait qu'un jour, il pourrait décrocher un grand contrat à Hollywood pour le développement de notre village et notre arrondissement. On voulait faire de l'agro-industrie, on voulait faire du tourisme sur les berges du Lion. On avait beaucoup de projets dans ce sens-là. Nous avons entamé des projets. Le premier véritable cabaret jazz à Yaoundé, c'est Cindy Minja et moi. Le Ligao, en face de l'ancien Cameroun Airlines. C'était douloureux quand on l'a fait. On a travaillé presque 1 an et demi pour le réaliser. On n'avait pas de revenus. Et on l'a ouvert. Et ça a tourné avec violence. Ça a tourné 8 mois. Et au 9e mois, le propriétaire de la maison, il nous a foutu à la porte. Sans préavis, sans rien. J'ai jamais vu Cindy en tant que tel fâché. Si oui, une fois quand on lui a porté sa 17e plainte, parce que, bon, il avait créé une structure qui s'appelait Ligao. Et Ligao marchait tellement bien que c'était la plateforme de tous les artistes de Yaoundé. Un grand bar, mais tellement organisé, il y avait la nourriture et on jouait de la musique en même temps là-bas. Donc, les boîtes de nuit ne travaillaient pas, les autres clubs ne travaillaient pas. Et ils se sont entendus pour lui porter plainte. On lui a porté 17 plaintes. Quand il avait eu 16 plaintes, il rigole, il me dit non, ça c'est pas vrai. Les gens de Yaoundé sont tombés sur la tête, je ne change pas. Mais quand la 17e plainte était arrivée, il était complètement vexé. Même quand il avait des problèmes personnels, et Dieu seul sait, il en avait toujours, comme tout le monde, peut-être de temps en temps même plus accentué. Mais c'est quelqu'un qui faisait tout le temps un effort pour se surpasser, montrer un visage souriant, rayonnant. J'avais l'impression qu'il vivait un peu à la manière dont il jouait. C'est-à-dire que même dans sa manière d'être, dans sa manière de converser, dans sa manière permanente de commercer avec les autres, il y avait ce côté toujours burlesque, il y avait ce côté toujours qui vous incitait à la rigolade, n'est-ce pas, qui était présent. Moi, je crois que c'est quelque part, il a vécu comme ça, quelqu'un qui avait toujours le rire, ou le sourire d'ailleurs. Ce côté d'artiste ressurgit toujours parce que l'humour, ça fait partie de votre vie, ça vous habite, ça vous fréquente et on n'arrive plus à s'en départir. Ce sont des gens qui choisissent de répandre la bonne humeur, de partager le bonheur. Ils ont choisi de dérider les visages. C'était un magicien, le magicien de la bonne humeur. Ce monsieur était toujours parti d'un grand éclat de rire. Il y avait une espèce de bonne humeur fantastique avec lui. Il n'y avait pas moyen de se mettre en colère. Et quand bien même on le faisait,
Je vous dis, dans les 30 minutes qui suivaient, les gens se demandaient si on n'était pas un peu déboussolés, si on n'était pas un peu fous nous-mêmes, tous. On a habité la même maison pendant 6 ans. C'était le rire assuré, de la bonne humeur assurée pendant 6 ans. Nous, on a passé de très bons moments en Guissa. On se lève le matin. Il a toujours un texte en main. Hein. Pour ça, tu peux être sûr. Si ce n'est pas un livre, c'est des écrits. Après, il dit, viens t'asseoir, je te lis ça. On reste devant un bar. Le barman connaît une seule chose, il doit nous servir. Nous, on ne demandait même plus, puisqu'il nous connaît que quand on vient, on s'assied, c'est pour boire. On buvait, on mangeait, on lisait, on discutait. Tout le monde venait nous trouver là-bas. Imaginez combien coûtait la bière à l'époque. Très moins cher. C'est les histoires de 300, 350. Mais nous, il nous arrive facilement de tomber 2 ou 3 casiers là-bas, on va nous lever. Hein. Et si on vient nous appeler, si on ne vient pas nous appeler, on est dans la poursuite, on est dans la joie, on s'en fout. Quelqu'un qui aimait bien la vie, ça c'est vrai. Il aimait bien, après le cours, aller quelque part, boire un coup avec des amis, discuter bruyamment d'ailleurs, faire rire. Au sortir de l'établissement, Sidi Mindia était tout un autre être. C'est-à-dire que ce n'était plus ni l'enseignant, ni l'artiste. C'était l'homme qu'on peut rencontrer partout, l'homme de tous les jours. Parce qu'il était toujours à l'aise dans tous les milieux et tout le monde le milieu l'acceptait. Sidi ne demandait jamais de bière, mais c'est Sidi qui donnait. Ça, c'est clair. Vraiment, c'est pas le genre de gars qui demande. Un jour, comme ça, il a une petite difficulté parce qu'il va aller à Douala. Et il était coincé. Alors, je suis chez moi à Bimasilak. Je vois Sidi qui arrive avec sa femme. Il me dit, petit frère, j'ai un souci, il faut que tu me règles ça. Je suis tellement impressionné. Je lui dis, mais attends, je le fais en courant, quoi. Donc, je vais régler, je lui donne les sous. Et Sidi m'a rendu pratiquement le double de l'argent. Quand elle est revenue de Douala, après on a bu peut-être encore la même quantité et tout, quoi. C'était quelqu'un de vraiment chaleureux. Je me rappelle quand on se voyait au bureau d'Attractive Production, il y avait un petit snack en bas de l'immeuble où on avait l'habitude de se retrouver. Et les gens le reconnaissaient. Et Sidi accueillait tout le monde avec beaucoup de sympathie. Il avait toujours un mot gentil, une pointe d'humour pour chacun. C'était quelqu'un de très proche des gens, de très attachant. Bon, je ne connais pas quelqu'un qui me dise qu'il a eu des problèmes avec Sidi. N'est-ce pas? Et ça, c'est particulier dans notre monde, en plus dans le monde des arts. C'est pas évident d'avoir tout le monde avec soi. Et dans le cas de Sidi, je crois que ça a été ça. Et Sidi peut aller du président au balayeur. Et Sidi est l'ami de tout le monde. En lieu public, c'était difficile de ne pas vivre la vie d'artiste. Il était artistique avec ses amis, il était humoristique dans la rue avec ses copains. C'est quelqu'un qui était sûr que toute la ville le connaissait, et pas à tort, parce qu'il saluait les gens partout où il passait. Il saluait les gens comme si c'était un homme politique, hein. Il saluait en passant comme s'il était en campagne électorale. Et donc ça, c'est également un côté de l'homme qui le rendait proche de la population. Les femmes, que ne vont-elles pas inventer? À l'époque où ma mère et les femmes de l'âge de ma mère étaient des bebelles, vous voyez un peu avec des mamelles qui tremblaient comme ça. En ce temps-là, la mode était au serré. On faisait la répétition au niveau de la maison de la femme à Monté-Kolndongo. Et je dois vous dire, on travaillait 2 fois jusqu'à 17h30. Il y a des jeunes qui jouent dans la cour. À chaque fois qu'on arrêtait et que Sidi se plaçait devant les escaliers pour traverser la cour, ils arrêtaient tous de jouer. Et on faisait comme une espèce de haie pour que Sidi traverse la cour. Il était déjà un peu faible, il traversait, mais il y avait vraiment beaucoup de respect dans la façon de faire. Donc c'est quelqu'un qui imposait le respect. Dans un quartier, vous savez, Kolndongo, c'est pas l'endroit où on donne le lait, comme on dit au quartier. Donc les gens sont plutôt réputés nerveux et tout. Mais là, dès que Sidi se plaçait, tout le monde, on le laissait passer. C'est ce sketch où un noir se mouche dans la rue par terre. Et puis le blanc le traite de sauvage. Il dit oui, mais moi je suis peut-être sauvage, mais vous vous mouchez dans un mouchoir et vous gardez dans votre poche. Ça, je trouvais ça extraordinaire de trouver des choses comme ça. L'autre souvenir, c'était au Centre culturel français. Je crois que ça devait être son dernier spectacle.
Et j'étais devenue le voir, il était déjà très amaigri, malade. Et je l'avais pris un peu à part. Il m'avait dit, Élise, je suis très malade. Il m'a dit, je suis très très malade. Et il avait allumé une cigarette. Et je lui ai dit, ce n'est certainement pas avec ça que tu vas guérir. Et il est parti de son fou rire habituel là. Et il m'a dit en fait ce que je voulais vraiment te dire, que je suis très très malade. Il a eu de nombreuses crises de maladies liées justement à la cigarette. Chaque fois qu'il sortait d'une hospitalisation, il nous disait, compère, c'est fini, je fume plus. Mais 2 mois après, il rigolait et il reprenait. Je le voyais décliner parce que physiquement ça se voyait au jour le jour qu'il n'allait pas bien. Mais il faisait toujours l'effort de venir en répétition. Parfois même pour parler, il fallait donner un peu du temps. Et puis il toussait parce qu'il avait des problèmes avec des bronchites. Donc c'était vraiment difficile de le voir donner tout ce qu'il avait. Le dernier souvenir, je pense que ça doit être comme pour tous les Camerounais. C'était au moment où on l'amène sur cette chaise roulante pour qu'il monte dans l'avion et qu'il se retourne en riant encore. Dès qu'on arrive à l'aéroport, lui il va à l'hôpital. Nous, on est obligés d'aller à Montargis, terminer le montage de la pièce. Déjà, on n'avait pas réussi à faire voyager tous les comédiens, donc il n'y avait que quelques-uns. Donc moi, j'avais la responsabilité, moi, de faire que cette pièce-là se joue. Malgré vents et marées, on répétait. Quand ils sont allés lui rendre visite à l'hôpital, il était couché, il ne pouvait plus se lever. Quand il repartait parce qu'il devait jouer le lendemain avec nous, il leur a fait comme ça. Ça veut dire merde. Parce qu'au théâtre, on ne dit pas bonne chance, on dit merde. Voilà. Donc, il leur a fait ça. Donc, il restait égal à lui-même. Le jour de la représentation, il nous a fait un joli petit mot. On l'a joué. Je sais pas. Bon, les gens ont regardé, je crois qu'ils ont apprécié. On l'a eu au téléphone. Ça va aller, disait-il. Ça va aller, disait-il. Ce n'est pas parti. Quand Cindy mourait, il était en train d'écrire un sketch qui s'appelle La Tour Eiffel. C'est fou, hein. Donc même si ses derniers moments, ce mec, il avait énormément d'humour. Énormément. Je crois que le bon Dieu l'a rappelé très tôt pour que les gens se souviennent le plus longtemps possible de lui. Je crois que c'était un génie. Les génies ne sont pas faits pour demeurer longtemps. Ils viennent, ils jouent avec pertinence leur rôle et puis ils s'en vont. Tu rencontres une personne que tu ne connais pas, vous n'avez rien à partager ensemble et puis du coup, il devient plus que ton frère. C'est une autre dimension, ce n'est même pas un être ordinaire. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans votre vie et après, plus rien n'est comme avant, quoi. Voilà, il vient doucement, mais les dégâts qu'il fait après, c'est important. Tu n'oublies pas un mec comme Cindy. La vie artistique est comme toute vie sociale. Les activités sont nombreuses et fluctuantes, mais certains esprits émergent et sortent du lot par rapport à des corporations données. Alors en cela, je peux dire que c'est une grande perte parce que nous n'aurons plus jamais de Cindy Minja. C'est un gouffre qui s'est frayé là. Une très grosse perte. Très grosse perte. Très grosse perte. Le vide est non comblable parce qu'effectivement, chaque artiste vient au monde avec sa dimension. Dans le monde entier, quand un artiste disparaît, il part avec ce qu'il aurait bien pu vous donner si c'était resté un peu plus longtemps. Chacun envoie des signaux à un certain karma. Je crois que Cindy a bénéficié de cela. De chaque génie, il n'existe qu'une seule espèce. L'espèce et Cindy ne sera jamais égalée. Il n'y aura pas de deux Cindy. Et Cindy, c'est Cindy, ça ne se remplace pas. Timo Léon. Timo Léon, tu es un mauvais frère, hein? Comment tu peux mourir comme ça sans nous avertir? Nous ne sommes pas venus ici-bas pour y demeurer. Nous sommes venus et nous sommes de passage. Mais
Le Bantou et pratiquement les Kans, c'est-à-dire la communauté Beti Bouloufan, voudraient qu'au moment où nous partons de ce monde terrestre, cet aimant Milan qui n'est qu'un monde éphémère, nous voulons que l'on laisse des traces. Malgré un départ pour nous prématuré et précoce, sa vie a été on ne peut plus pleine parce qu'il a laissé effectivement de grosses marques de son passage. Je retiens deux choses essentielles. La modestie du bonhomme. Et Sindi, malgré sa réputation, malgré tout ce qu'il a fait, est resté très simple, très abordable. Il y a cette générosité, cette simplicité, mais aussi beaucoup d'autodérision. Et Sindi ne se moquait pas seulement des autres, mais il savait se moquer de lui-même. Il avait beaucoup d'autodérision. Et pour moi, c'est le signe de l'intelligence du personnage. Et Sindi Mindja était un homme cultivé, il lisait beaucoup. Et quand on l'a mené sur son terrain de professeur, il vous montrait qu'il était professeur. Donc l'artiste, le comédien, n'est pas un quartier-zard comme on l'appelle aujourd'hui. Non, c'est un homme de haut vol par rapport à sa grande culture, à sa capacité de se transformer à travers les différents personnages qu'il va jouer. Il nous interpelle. Voilà quelqu'un qui a maîtrisé l'art de la langue française par ses écrits et qui va le dire avec art, l'art de proclamer ce qu'il a écrit. Voilà, quelqu'un de très plein. C'est quelqu'un qui savait tout faire, mais qui le faisait sans grand bruit. On a quand même bien vécu. On était à Yaoundé toute la semaine, mais vendredi on prenait le train, on prenait Intercity à 13h, on était à Douala vers 16h, 17h et on revenait lundi matin et moi je venais au boulot. Mais j'ai passé tout le week-end à Douala et on fait ça toutes les semaines. J'ai dit toutes les semaines que Dieu a créé, on était à Douala, ou on était à Limbé, ou on était à Boya, ou on était au nord, c'était plein. Combien d'artistes tournent comme ça aujourd'hui? On n'a pas fait pour l'argent. On ne l'a pas fait pour l'argent. On n'a d'ailleurs jamais gagné de l'argent en le faisant. Mais on vivait pas mal. Et tout ce qu'on pouvait se mettre de côté, on achetait des livres. Et la quantité de textes qu'il avait écrits, de sketchs qu'il avait écrits, c'est énorme. C'était un gros travailleur, super intelligent. Il parlait le français comme pas beaucoup de gens. Vraiment, j'avais énormément de respect. Je continue toujours à chaque fois à être surpris de voir. Comme je dis, mais ce type écrivait quand? Pour moi, Sindi, c'est Fassbinder, quoi. C'est-à-dire le gars qui a allumé sa vie par les deux bouts, mais tellement intense que finalement, il va vivre 200 ans. Ce n'était pas quelqu'un qui était attaché de manière viscérale au matériel comme la folie que je vois aujourd'hui. Ce briquet date de 1932. Il a appartenu à M. Pierre Billard. Et Sindi me l'a offert en amitié. On avait 21, 22 ans. Et Sindi, c'était un excellent ami, fidèle, vraiment fidèle en amitié. Sur les 45 ans que nous avons vécu, moi j'en ai 60 aujourd'hui, il y a eu 5 années où on ne s'est pas beaucoup vu, mais sur les 45 ans, on ne s'est pas vraiment quitté. On a traversé toutes les étapes, les bonnes et les mauvaises, mais on est restés ensemble. L'amitié, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de très fort. On était comme une petite famille. Moi, et Sindi, Claude Ndam, Coco Ateba, et nous tous, on avait comme envie d'être de grands intellectuels dans l'art. Il ne gardait rien dans son cœur. On avait un problème aujourd'hui, 30 minutes après, comme tout bon bêtis, on s'asseyait, on s'envoyait une, et on fumait des cigarettes, et on était parti dans de nouveaux éclats de rire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux de ma vie. Et Sindi s'en fout, il peut prendre tout son salaire. Quand toi tu as un problème, il te donne ça. Il dit, bon, arrange ton affaire. Lui-même, il peut avoir des problèmes. Son problème ne lui dit rien. Ne venez pas lui demander que, combien coûtent les costumes. Ce n'est pas son histoire. Sindi s'en fout de ça. Avec Jean-Pierre Lecol, il allait tourner aux États-Unis. En revenant, il avait plein de dollars dans la poche et la veste qu'il avait à l'aéroport quand je allais l'accueillir, elle était toute belle. Je lui ai dit, mais mon frère, cette veste-là est très belle. Il l'a enlevée, il me l'a donnée.
Il était généreux, je vais dire, par rapport aux gens autour de lui. Quand il est sur une scène et que vous dirigez une scène, vous sentez qu'il y a des artistes généreux. Il y a des artistes, des acteurs qui veulent prendre à eux toute la lumière, qui prennent à eux toute la scène, alors que lui, il était très très généreux. Ce monsieur-là, il était généreux. Parce que dans le monde où nous vivons, on est tellement dans la protection de soi qu'il faut que tu te montes des barrières pour te protéger de toi, des autres et tout. Et on est tellement dans la protection que finalement, ça devient difficile à vivre. Il faut être généreux. Généreux, c'est pas seulement dans le sens de donner de l'argent, mais le don de soi, le don de s'ouvrir aux autres, le don. Je ne connais personne qui me dise qu'il allait voir Cindy pour un projet, pour un truc. Tu parlais à un jeune, tu arrivais, Cindy, ah, je pensais à un truc, j'avais envie de faire un truc comme ça. Cindy, ah, mais non, attends, je te dis, mais tu sais d'abord que dans la mythologie, c'est d'abord écrit comme ça, mais tu sais que les écans, à l'époque, quand ils faisaient, garde, mais tu sais pas, attends, il va te développer ton projet comme ça. Dans notre milieu où lequel on vit, dès que tu dis un truc, un gars dit, ah, ok, c'est cool. Parce qu'il ne veut pas partager avec toi. Il ne veut pas te donner des idées. Il ne veut pas te nourrir. Il ne veut pas te nourrir. Mais le mec, il en avait tellement qu'il se disait, ce que je te donne, c'est quoi? C'est rien par rapport à ce que j'ai. C'est ça le gars qui est généreux. Il est tellement généreux qu'il devient inépuisable. Quelqu'un qui se voit dominé par l'amour de ce qu'il fait. Quelqu'un qui se laisse dominer par le patriotisme. Je vais aller, mon pays, le Cameroun, nous allons représenter. C'est très fort, c'est des actes forts. C'est à la limite même du sacrifice. S'il y avait un mot qui pouvait caractériser Esindi Minja, du moins sa personnalité, c'était le mot fier. Esindi Minja était quelqu'un d'extrêmement fier. Il détestait toute forme de mendicité, quel que soit l'objectif. Alors Esindi, même dans sa maladie, en tant que fonctionnaire, il avait droit à une évacuation sanitaire et il connaissait plusieurs ministres de la place. On lui dit, grand frère, mais va le voir, tu le connais, il dit non. Ils savent que mon dossier est sur la table. Ou ils le traitent, ou ils laissent. Je vais parler ma main rabaissée devant eux pour demander un service. C'est le regard des autres qui nous porte. Hein. Si les gens n'aiment pas ce que vous faites, vous pouvez vous trouver génial vous-même. Mais on se nourrit des applaudissements. Et si vous voulez être applaudi, il faut être humble. Et de quelqu'un comme Esindi, j'ai appris l'humilité. Des gens comme Esindi, qui avaient fait aussi de très grandes tournées dans le monde, qui avaient travaillé avec de très grands metteurs en scène, mais ils n'avaient pas d'ego. C'était l'absence totale d'ego. C'était vraiment l'artiste dans toute son entièreté. L'artiste est bien dans sa peau. Et tout le monde l'accepte parce qu'il met tout le monde à l'aise. Parce qu'il sait parler. Il sait communiquer. Il ne dit pas n'importe quoi. Même quand il fait rire, ce n'est pas ridicule. On retient parce que derrière tout ça, il y a une leçon, il y a un message qu'il faut tirer de ce qu'il dit. Il y a d'abord le naturel. C'est ça l'essence de l'artiste. Être naturel, utiliser les talents qui vous sont congénitaux et pouvoir transcender donc cette normalité en ajoutant donc votre génie propre. Parce qu'on ne peut pas être un artiste accompli si on n'a pas, au-delà du talent, si on n'a pas un zeste de génie. C'est ce génie-là que Esindi Minja avait et qui lui permettait de briller sans avoir à forcer la note, en étant naturel. Des gens comme Esindi qui avaient une grande force, une grande capacité à montrer ce qu'ils avaient capté ailleurs, mais qu'ils avaient digéré, et à être fiers d'être Camerounais, fiers de dire voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce dont nous avons les capacités. Et la force qu'il mettait dans ce travail-là fait qu'on ne peut pas l'oublier. Pourquoi on ne peut pas oublier quelqu'un comme ça? Parce que je pense sincèrement qu'il a touché les gens ailleurs que simplement avec les yeux. Je crois qu'il a touché les gens avec les 5 sens. Et Esindi Minja a contribué à rapprocher les gens qui, de par les origines ethniques, linguistiques, ont consommé de son art, ont consommé de son humour. Et Cindy a vendu le Cameroun au-delà des frontières. Sa dernière sortie, c'était dans une commune dans l'est de la France où cette commune devait signer un partenariat
pour le développement d'une des communes de Yaoundé. Si vous passez par Ekoumdoum, entre Ekoumdoum et Ekié, avec Ekounou un peu en amont, vous verrez que ce rond-point qu'on appelle le rond-point de l'amitié a été financé par ces partenariats. Et le ciment de cette convention partenariale, le ciment et Sindi Mindja en faisait partie. Il faisait partie des artistes qui étaient partis pour animer la semaine camerounaise. Et je crois que quand on a assumé ce genre de fonctions dans un pays, c'est des fonctions sociales, c'est des fonctions, je dirais à la limite même diplomatiques. On a valablement représenté son pays. Pour moi, c'était un devoir de mémoire qu'on sache que ce monsieur était un grand homme. On part toujours de quelque part. Je voulais exprimer cette marque de reconnaissance à quelqu'un qui vous a tout donné. Parce que il n'a peut-être pas donné l'argent en espèces, mais il a donné l'argent à sa manière. Il a donné l'art que je pratique aujourd'hui. C'est en le voyant pratiquer que je me suis décidé de m'engager. C'est un monsieur qui doit continuer à vivre. C'est un repère intergénérationnel. Nous, ces élèves, nous qui avons eu la chance de le côtoyer pendant plusieurs années, on n'a pas trouvé encore la formule pour valoriser sa mémoire. Il faut vraiment se préparer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir qu'on va s'attaquer à un monument de la culture camerounaise et africaine. La distraction du chômeur est d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Durant toutes ces 10 dernières années, je n'ai jamais cessé de penser à lui. C'est pas si c'est passé un seul jour sans que j'ai une pensée pour Sindi Mindja. Et je pense qu'il manque énormément à la scène. Il a une place à part. C'est un pionnier et c'est quelqu'un qui a durablement marqué la scène humoristique. Il a laissé une marque indélébile. C'est pas quelqu'un qui peut être remplacé du jour au lendemain. J'ai vu quelques jeunes, après lui, essayer de se mettre dans sa voie. Mais j'espère qu'ils réussiront à nous faire rire comme Sindi Mindja. Ça ne semble pas évident, n'est-ce pas? Et Sindi Mindja est éternel dans nos cœurs. Que la jeunesse essaye d'avoir la passion d'un Sindi Mindja. Que l'on ne pratique pas le théâtre comme moyen de subsistance, qu'on le fasse, qu'on le pratique et qu'on y donne sa vie. Un Sindi Mindja est mort, on ne va plus jamais le retrouver, mais des centaines de Sindi Mindja existent encore au Cameroun. En cela, la semence qu'il a faite va porter. Nous voulons simplement que ceux qui veulent s'identifier à son art essayent de copier également son professionnalisme. S'en aller peu à peu au fin fond d'une nuit, sans idole, sans Dieu, s'enfuir sans calvaire d'un paradis au royaume du mal. Ces douleurs qui nous prennent à la gorge, à l'envie, jusqu'à ce qu'on s'aime. Ces jalousies sordides où chacun s'allie pour des rêves en subside. Ces règlements de compte entre frères, entre amis, pour des gloires qui s'estompent. Cet amour qu'on détruit, ces rêves interdits. On dirait la vie. Comme on dirait la vie. Comme on dirait la vie. Ces chemins de la fortune sur lesquels on trahit pour une demi-lune. Ces artistes qu'on oublie tout au bout du mépris et dont on fait payer le prix. Franchement, je crois que je voudrais dire merci à mon frère Sindi Mindja pour tout ce qu'on a eu à faire ensemble. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas complètement sûr que le Cameroun se soit rendu compte qu'en fait, des gens comme Sindi Mindja, il faut une génération, peut-être même plus, pour en faire d'autres. Les générations futures doivent connaître Sindi Mindja, connaître ces textes que l'Afrique entière nous envie. Il ne faut pas que le public l'oublie. J'aimerais véritablement qu'aujourd'hui, au bout de 50, je ne sais pas combien d'années d'indépendance, qu'il existe un lieu de théâtre revalorisant au Cameroun. Et Sindi pensait qu'il pouvait faire ça. C'est-à-dire que
dans sa tête, il pensait qu'il pouvait le faire. Mais ça semblait ne pas être de quelconque valeur aux yeux de ceux-là même qui auraient pu soutenir cela. Je n'ai aucune prétention. Je ne m'érige pas non plus en donneur de leçons. Mais si il y avait un théâtre vivant quotidien, ou alors si ce n'est pas quotidien, hebdomadaire, ou alors si ce n'est pas hebdomadaire, bimensuel, ou alors si ce n'est pas bimensuel, mensuel, ou alors si ce n'est pas mensuel, ça veut dire semestriel, trimestriel, où on dit voilà tous les 2 mois, je vais voir le théâtre camerounais à tel endroit, je dirais voilà un Sindi qui est vivant, aujourd'hui. Quand je serai au paradis terrestre, si j'apprends qu'au Carrefour Omnisport prêt à porter Kamgase Fouta, oh quelle joie! Si j'apprends qu'au Carrefour Essos Boulangerie Kamgase Fouta, oh quelle allégresse! Je suis heureuse de savoir qu'on n'a pas oublié Sindi. Parce que tout récemment, j'ai entendu parler de lui sur une chaîne de télévision et qui parlait de lui, un Gabonais, Serge Abosolo, qui lui aussi est humoriste. Il disait qu'il s'était inspiré de Sindi Mindia pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'est pas seulement connu au Cameroun, il est connu partout. Parce que son travail n'était pas resté dans les cantines. J'ai créé la fondation Sindi Mindia en 2007. Je voulais juste pérenniser la mémoire de mon mari. Parce que c'est quelqu'un qui avait, comme tout le monde peut le constater, qui aimait le travail et qui aimait son travail. D'abord, il y a 2 trucs que j'ai créés, le festival Sindi Mindia et le Remember Sindi. Alors, je me suis essayé au festival pendant 2 ans. Faute de moyens, j'ai d'abord décroché. Et en ce qui concerne le Remember, c'est chaque année que j'organise des activités. Ce que j'aimerais, c'est que quand on cherche les œuvres de Sindi, qu'on sache où les trouver dans tous les domaines, quoi. Sindi est mort. Si vous venez faire la tombe de Sindi, je suis très content. Un souvenir de la famille de Sindi. On ne reconnaîtrait même pas où ce grand artiste-là est couché aujourd'hui. Ça fait vraiment très mal. Les choses sont allées tellement vite. On aurait pu faire sa tombe. Mais son petit frère est décédé, sa mère est décédée, son autre petit frère est décédé. Est-ce que je peux venir faire la tombe de Sindi seul et laisser les autres tombes? Il n'y a personne d'autre. Et Sindi était l'aîné d'une famille. Je sais que cette charge de faire les tombes me revient. Ce n'est même pas à dire que c'est quelqu'un d'autre qui viendra. C'est moi qui dois faire ces tombes. Mais je ne peux pas faire une seule tombe. Une seule tombe, c'est facile. Mais 4 tombes. Donc, le moment venu, tout sera fait.